Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission du Club de lecture. Lors de la première émission, je vous avais promis que je lirais quelques vers d'Émile Nelligan, alors je m'exécute. Il a bercé mon adolescence et j'avais besoin de vous en parler un petit peu. Alors, je vous lis un extrait de Soir d'hiver. Ah, comme la neige a neigé. Ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé. Qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai. Je vous dirais que ça reflète beaucoup l'état d'âme d'Émile Nelligan vers quand il a sombré, là, etc. Alors, pour moi, une adolescente. Oh mon Dieu. Hein? Et voilà. Alors, je vous présente l'équipe habituelle. Madame Micheline Saint-Arnaud. Bonjour. Bonjour. Madame Monique Barriot. Bonjour. Et notre invitée aujourd'hui, Madame Nathalie Belle-Rose Hamel. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Alors, Madame Hamel, vous êtes une jeune auteure, hein, on ne peut pas se le cacher. Non. Vous êtes née en 1986 Oui, c'est à Nicolet. C'est bien Oui. ça, oui. Vous êtes intervenante en zoothérapie. Oui, éducatrice spécialisée. Vous et- travaillez dans la région de Victoriaville. Oui, à l'école La Myriade. Alors, et je pense que vous aimez beaucoup les arts. Donc, Oui, oui. vous donnez des cours de peinture, je pense, Oui. à des enfants. Des cours de peinture, je dessine et j'écris. Et vous écrivez. Oui. Vous avez déjà à votre actif 3 volumes, dont le premier, L'amour, point final, qui est vraiment une autobiographie. Là. Oui. C'est vraiment là, vous et votre vie de départ. Oui. Et cette parution a eu lieu en 2011 et la deuxième édition en 2013. Oui, exactement. Alors, parlez-nous de l'essence du livre un petit peu. Donc, j'ai écrit ce livre-là alors que j'étais âgée de 24 ans. Il traite de... il va parler de la recherche de l'amour de soi. Donc, je cherchais l'amour, parce que c'est une autobiographie, bien entendu, je cherchais l'amour dans le regard des hommes, je cherchais l'amour dans l'alcool, dans la drogue, dans les sensations fortes. Puis, ce qui m'a amené à vivre des situations de vie difficiles. Donc, violence conjugale, beaucoup de peur irraisonnée, agoraphobie, claustrophobie et un peu plein de peur, finalement. Puis, j'ai voulu écrire ce livre-là dans le but de donner un message d'espoir pour les personnes qui vivaient les mêmes difficultés, pour les personnes qui vivent... Qui pensent qu'ils sont au fond puis qui sont plus capables de se relever. Bien, j'ai voulu d'être un message d'espoir pour dire qu'il est possible de s'en sortir lorsqu'on cherche l'amour à l'intérieur de soi en premier, au lieu de chercher à d'autres endroits. OK. Vous aviez une quête d'amour Oui, et oui. c'est ce qui a fait que vous vous êtes jeté dans plein Oui. de la drogue, le sexe, etc. J'avais besoin de combler ce vide-là, puis les personnes... Bien, je m'attachais beaucoup aux personnes facilement. Très facilement. Vous aviez un petit peu de dépendance affective. Donc, c'est la dépendance affective beaucoup. Puis, je vais vraiment parler des souffrances que j'ai accepté de vivre dans le but d'être aimée. Puis, comment j'ai réussi à m'en sortir quand j'ai construit mon estime de moi, ma confiance personnelle, puis que j'ai remarqué que j'avais de la valeur. C'est bien. Et Oui. vous avez écrit un deuxième volume qui est Un pas à la fois. Oui. Donc, votre découverte du spirituel. Oui, j'ai tout le temps été très spirituelle, mais cette fois-ci, après avoir terminé mon premier livre, puis avoir réussi à ne plus me jeter dans des situations de vie assez souffrantes, je trouvais que j'avais encore un vide à l'intérieur de moi. Donc, je me demandais qu'est-ce qui pouvait le combler. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de me tourner vers Dieu, de me priver pendant 365 jours de relations charnelles pour découvrir vraiment, pour laisser Dieu prendre la place au lieu de laisser ce besoin d'aimer, d'être aimé là. Oui, c'est ça. Ce besoin d'aimer et d'être aimé. Donc, pendant 365 jours, je me suis vraiment coupée de tout et je me suis tournée vers Dieu, les prières, et je l'ai laissé vraiment prendre la place dans ma vie. Puis, j'ai écrit un livre par rapport à ça. C'est sous forme de journal. Oui, c'est sous forme. Donc, le livre, il parle... C'est sûr qu'il y a beaucoup d'évolution puisque je l'écrivais jour après jour pendant 365 jours. Donc, c'est sûr qu'au début, mes pensées du début ne sont plus les mêmes qu'à la fin. Donc, c'est quand même intéressant de voir le cheminement
qui s'est passé dans mon être, la guérison qui s'est passée. Puis, Donc, ces 2 volumes-là sont vraiment autobiographiques à 100 oui, il n'y a aucun fictif à l'intérieur. C'est vraiment mon cœur qui parlait. Puis, j'ai voulu justement parler avec mon cœur pour toucher le cœur des gens. Puis, parler de façon authentique. Donc, c'est ça. Vous avez écrit par la suite un 3e volume qui est paru en 2013. Oui, exactement. Alors, ce 3e... 2014? Oui, cette année. Alors, l'imperfection parfaite. Et là, je pense qu'il y a plus de fiction que d'autobiographie dans ce volume-là. Effectivement, parce que moi, je suis quelqu'un qui a une imagination très débordante. Puis dans mes 2 premiers livres, j'ai pas pu extérioriser ce côté-là que j'ai. Donc, dans ce livre-là, je me suis vraiment permis de le faire. C'est sûr que je parle toujours de... Mes sujets traitent toujours d'amour, de soi, de spiritualité, de paix intérieure. Donc, je divertis tout en apportant un message important. Donc, dans ce 3e livre-là, mon personnage est un homme qui profite beaucoup des plaisirs de la chair, des femmes. Puis, suite à un accident de voiture, il va commencer à avoir des visions. Il va voir un sage fou qui va lui apparaître, lui apporter des enseignements de la vie. Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que les émotions? Puis au travers de ça, ce personnage-là va grandir tout en voyageant dans différents mondes spirituels, je dirais. Pour avoir lu le volume, il est vraiment perturbé, cet homme, hein? Oui, oui, effectivement. Oui, il y a quelque chose, mais il a fallu un élément déclencheur qui le perturbe encore plus, finalement, pour qu'il fasse ce voyage à l'intérieur de lui, puis qu'il apprenne à pardonner. Et là, vous avez un 4e volume qui est en processus d'édition, je pense. Oui, j'ai terminé un 4e volume et celui-ci, j'ai été vraiment dans le sens du concret. Donc, j'ai fait de l'autobiographie, ensuite un roman, et puis j'ai voulu apporter des outils concrets pour aider les personnes à cheminer sur soi, pour aider les personnes à trouver la paix intérieure. Donc, en 10 étapes, donc 10 chapitres, j'apporte des points importants qu'il faut prendre conscience, en considération dans notre vie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir trouver vraiment la paix intérieure. Donc, par exemple, le chapitre 1 va parler de la nécessité de reconnaître que l'on porte des masques et les enlever. Donc, j'apporte des outils, comment enlever les masques, comment les reconnaître et l'enlever. Puis le chapitre 2, je parle de apprivoiser son enfant intérieur. Chapitre 3, le rôle des émotions, à quoi elles servent, comment les exprimer sans les refouler, comment les exprimer de façon saine. Donc, c'est vraiment un processus complet, simple, qui apporte des théories complexes, mais de manière très simplifiée. Donc, il est vraiment à la portée de n'importe qui. Si on voulait se procurer vos volumes, parce que je pense que vous avez publié à titre d'auteur. Oui, à titre d'auteur. Par contre, je suis avec les éditions de l'Apothéose pour mon premier, mon 3e et celui que je suis en train d'édition. Oui. Donc, ils sont disponibles partout en librairie. Donc, il ne suffit que de se présenter. S'il n'est pas sur tablette, vous parlez à un libraire, puis il va les commander. Mon 2e il est disponible par moi-même via Facebook, puisque c'est les éditions Première Chance, donc c'est vraiment plus à compte d'auteur. Donc, le monde prenne contact avec moi par Facebook pour les commander. Sinon, ce sont des romans qui sont quand même assez accessibles. Ils sont même disponibles à la bibliothèque ici, Charles-Édouard-Maillotte. Oui, ils sont disponibles là aussi. Okay. Vos projets d'avenir? Oh, ça, c'est une belle question parce que j'en ai plein. Je ne suis pas quelqu'un qui s'arrête à des idées fixes. J'ai une très grande ouverture qui m'amène un peu à vivre mes rêves. Je suis quelqu'un qui veut vivre ses rêves, qui ne veut pas rêver sa vie. Donc, j'ai des projets de grandeur. J'ai de l'ambition, puis je sais que j'ai la force de les faire. Donc, c'est ça, je tourne peut-être un peu autour du pot, mais je veux partir à mon compte. Je veux aider les gens, que ce soit par des ateliers que je vais donner, que ce soit par la peinture, par les médiums, faire des conférences. Je suis vraiment dans cette sphère de vie-là, qui est comme ça, qui est artistique et qui est dans le but de transmettre mes messages et d'aider les personnes, de venir en aide. Parce que je considère que si j'avais lu des livres comme j'ai autrefois, comme les miens, ça m'aurait beaucoup aidé simplement à comprendre que je ne suis pas tout seul à vivre ces difficultés-là. Je considère que c'est des outils, puis je veux les transmettre à mon tour. Bien, je suis certaine que ça va sûrement bien aller parce que vous êtes très, très bien parti. Oui, merci beaucoup. Merci.
Alors maintenant, nous passons à Monique. Oui. Monique, tu vas nous parler de 2 volumes. Oui, c'est 2 biographies. Peut-être préciser que pour moi, les biographies, c'est pas mon genre littéraire préféré. Alors, pour être certaine de manquer de rien, j'en ai lu 2. Alors, la première, c'est Julien dit l'apostat de Lucien Gerfagnon. Bon, ça a l'air très sérieux, mais ça ne l'est pas du tout. Alors, pourquoi lire une telle biographie? D'abord, parce que c'est un moyen d'en apprendre sur une période de l'histoire de l'humanité qui, somme toute, est très peu connue. Donc, tous les siècles, les premiers siècles du premier millénaire, alors que c'est la période de la naissance du christianisme. Donc, c'est un événement fort important et c'est pas une période qui est si bien documentée. La deuxième raison, pourquoi lire cette biographie-là? Parce que Julien dit l'apostat, c'est un personnage intriguant, parce qu'il reste fidèle au paganisme, même si c'est un grand philosophe féru de Platon, d'Homère, d'Aristote, bref, ce qu'on appelle un helléniste, et aussi parce qu'il a été baptisé, donc on peut se demander pourquoi ce retour au paganisme, et aussi... Autre raison que l'on découvre en lisant le livre, c'est parce que l'auteur s'est pimenté son ouvrage à prime abord assez aride de traits d'esprit qui allègent le tout et le rend très digeste. Alors moi, je me suis beaucoup amusée à lire cette biographie. Qui est Julien? C'est un gamin perdu, un rat de bibliothèque qui doit, à cet état de fait, de ne pas être tué avec sa famille au décès de Constantin, parce que sa famille représente une menace pour la succession du fils de Constantin, qui s'appelle Constance. Mais il finit par devenir Auguste, donc empereur des deux royaumes, des 2 empires romains, l'Occident et l'Orient, parce que Constance n'a pas d'enfant. Et ce qui caractérise le règne de Julien, c'est un effort de civilisation. Il ne prêche pas le retour au paganisme, il ne l'a jamais imposé, mais il entend promouvoir une chose encore pire, plus redoutable et contraignante, c'est la vertu. Alors, c'est pas un personnage qui a passé à l'histoire, qui était très prisé de ses contemporains. Alors, c'est ce mélange qui m'a plu parce que, pour moi, le paganisme, c'était des rites cruels, sanglants, alors qu'il y a une philosophie derrière ces rythmes-là. Par exemple, pour les philosophes, la perfection était donnée dès le départ. On l'avait à la naissance, il suffisait de la reconnaître partout. Il disait, la vie éternelle n'est pas au bout d'un long chemin, elle est dans l'âme de chacun. Et pour les gens de la période de Julien, pourquoi certains voulaient rester païens? C'est parce que c'était 2 visions du monde qui s'affrontaient. Pour les philosophes, qui avaient tant de peine à s'arracher à la matière de leur corps pour s'élever vers l'esprit, ils ne comprenaient pas que le Dieu des chrétiens se soit empiégé dans un corps pour finir par mourir d'une façon infâme, parce qu'on le sait qu'être crucifié à cette époque-là, c'était réservé, c'était une sentence civile qui était réservée aux mécréants, c'était une exécution capitale particulièrement infamante. Il ne comprenait pas non plus pourquoi le baptême, qui ne guérissait pas ni la lèpre, ni les boutons, ni les furons, ni rien de ça, pouvait effacer les adultères, les rapines, enfin, tous les grands vices de l'âme. Donc, c'est un personnage intéressant. Le biographe est un homme extrêmement savant. Je vous passe sous silence ses nombreux diplômes, mais c'est un homme qui est intéressant à lire parce que, justement, il est capable de rendre tout ça extrêmement facile à comprendre. Et pour quiconque aime les films de Romains avec les péplums et tout ça, là, vous allez adorer cette biographie. Ah, bien merci. Alors, on passe à la deuxième biographie. Oui. L'autre, c'est un autre personnage un peu particulier, c'est Adolf Eichmann. Alors, qui est Adolf Eichmann? C'est un nazi
qui n'a pas toujours figuré au panthéon des nazis. Il n'a pas été une priorité pour les chasseurs de tête qui voulaient amener les grands chefs nazis devant le tribunal de Nuremberg. Il a pu se rendre assez facilement en Argentine. Sa femme et sa famille ont été capables d'aller le rejoindre. Et c'est au fur et à mesure que les procès de Nuremberg se sont déroulés qu'on a appris l'existence de cet homme-là et du rôle majeur qu'il avait joué dans l'Holocauste. On l'a appelé le bourreau de bureau ou le tueur en fauteuil parce qu'il n'a jamais donné l'ordre de tuer des Juifs. Il n'a jamais participé à ce genre d'opération, mais c'est sur lui que reposait l'organisation de tous les convoyages des familles juives qui s'en allaient dans les camps de concentration, entre autres pour être gazées. Donc, quand on a découvert son rôle à cet égard-là, ben là, on s'est dit, il mériterait de passer devant le juge. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette biographie, c'était de voir comment se forme un génocidaire. Parce que M. Hitchman est un enfant normal, élevé dans une bonne famille, qui était quand même assez en moyen, qui était un peu paresseux à l'école, mais qui avait une vie sociale active, donc c'était pas un enfant timide, etc. Il s'est toujours intéressé à la question juive, il a essayé d'apprendre les langues juives. Il est d'ailleurs allé en Palestine et je soupçonne que dans le livre de Philippe Kerr qui s'appelait « La mort », entre autres, c'est lui, un des personnages là, qui nous est présenté au début. Mais il évolue dans un milieu d'extrême droite pour qui ne pas aimer les Juifs n'a rien de remarquable. Et ce qu'on apprend dans ce livre-là, c'est intéressant parce que on voit toute la progression. Les Juifs, au départ, c'est une menace raciale. Donc, en Allemagne, on interdit les mariages juifs, non-juifs, pour ne pas altérer la race. Après ça, ça devient une menace économique. Donc, on veut les déplacer. Et c'est d'ailleurs... Hitchman s'est beaucoup occupé de déportation des Juifs qui voulaient s'en aller en Palestine avant même la création d'Israël. Et par la suite, ils deviennent des ennemis de l'État. Et c'est quand ils deviennent des ennemis de l'État que là est organisé les rassemblements des Juifs dans les camps de concentration et qu'on décide finalement de les gazer. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir toute cette évolution-là, puis on comprend un petit peu mieux comment ces choses-là peuvent arriver. Et ce qu'il dit, l'auteur, David Cesarini, il dit « Quiconque est pris dans ces processus pourrait avoir agi de la même manière que ce fut dans un État totalitaire ou dans une démocratie. » Alors, je vous lis un petit passage. Pour terminer, il dit « Maintenant, au 21e siècle, dans un monde où les réfugiés et les victimes de nettoyage ethnique sont légion, où le racisme et le fanatisme continuent à dominer la politique et où les tribunaux internationaux jugent les fantassins des génocides et leurs donneurs d'ordre politique et militaire, Hitchman apparaît de plus en plus comme un homme de notre temps, Monsieur Tout-le-Monde génocidaire. » Quand on sait ce qui se passe actuellement dans les pays d'Orient, ça fait un peu froid dans le dos de constater que, dans le fond, n'importe qui peut se livrer à des actions comme celle-là. Il faut dire, juste pour terminer, que l'auteur est très controversé. Je termine avec ça. Voilà. Merci, Monique. Alors, Micheline, je pense que ton sujet à toi est beaucoup plus léger. Effectivement, oui. Quand on lit le volume « Notre Clémence d'amour et d'humour », c'est comme si on feuilletait notre propre album de famille. Parce que Clémence Desrochers, c'est comme notre cousine. Je pense qu'elle fait vraiment partie de notre patrimoine culturel. Alors, les auteurs de Notre Clémence d'amour et d'humour sont Hélène Penneau avec la collaboration de Daniel Bombardier.
C'est la réédition de l'œuvre, en 2013, de l'œuvre colossale de plus de 400 pages d'Hélène Penneau, qui est parue en 1989. En 2007, Hélène Penneau avait décidé de publier une édition revue et corrigée pour souligner les 50 ans de carrière de Clémence. L'auteure, Hélène Penneau, étant décédée en 2008, Daniel Bombardier a pris sa relève pour terminer le travail. Ce livre aborde de façon chronologique les différents parcours de Clémence, des événements marquants. Pas parce que Clémence s'en souvient personnellement, là, parce qu'elle avoue ne pas prendre de notes puis avoir jeté plein de manuscrits, mais ce volume-là relate l'histoire de Clémence à partir de revues d'articles, de journaux et d'entrevues avec des gens, puis à partir d'entrevues avec la principale intéressée même. Clémence, elle dit qu'elle ne s'intéresse pas du tout à son passé, parce qu'elle dit c'est du passé. Mais pour nous, on a besoin de connaître son passé, son présent, pour nous pouvoir nous en souvenir. Il y a de belles photos qui agrémentent le volume. Alors, ce livre couvre plus de 80 ans de vie de Clémence, dont près de 60 comme artiste. Il s'articule vraiment là, autour des différentes facettes du talent de Clémence. Alors, Clémence, on la connaît comme comédienne. On se rappelle du film Les Invasions barbares. On la connaît aussi comme auteure. On se rappelle qu'elle nous raconte des histoires drôles, des histoires moins drôles. Dans ce volume-là, moi, j'ai appris qu'elle n'était pas très douée pour apprendre ses textes par cœur, un petit peu comme moi, là, qui doit lire ses feuilles. Alors Clémence a décidé d'écrire elle-même ses textes, puis d'improviser si elle avait des trous de mémoire. Avec Clémence, on visite notamment des sujets féminins comme le travail des femmes en usine, la ménopause, etc. Clémence, on la connaît aussi comme humoriste. Lise Dion lui voue une grande admiration. On dit que Clémence, c'est elle qui a tracé la voie pour les femmes humoristes. Clémence, elle est aussi engagée dans des causes sociales, comme avec la cause des impatients, entre autres, qui est une cause en soutien aux personnes atteintes de maladies mentales. Clémence est aussi dessinatrice, dont elle leur fournit plusieurs de ses dessins. Clémence est en couple avec Louise, mais Clémence, elle ne défend aucune cause, sinon la cause des impatients. Clémence, ben, c'est aussi une chanteuse, mais pas une chanteuse à grande voix. Je ne sais pas si vous vous rappelez la chanson « Mais le monde est mieux », Mireille Mathieu. Oui. Clémence, c'est aussi une poétesse, c'est aussi une ex-animatrice à la télé. Et moi-même, je me rappelle d'avoir regardé certaines de ces émissions-là, puis d'avoir décidé de tricoter un châle juste à partir des consignes que Clémence donnait. Là. Alors, j'ai beaucoup aimé ce volume-là. Ce volume-là, c'est d'un grand intérêt, particulièrement pour les recherchistes. Quand on le quitte, ben on a le goût, cependant, d'aller entendre à nouveau Clémence. Clémence, elle avoue son grand besoin d'être aimée et appréciée. C'est humain. Alors, elle se produit à nouveau sur scène, présentement, dans les mois qui suivent. Alors, pourquoi donc, un livre à lire. Oui, et une Clémence dame à voir. À aller à nouveau écouter. Merci beaucoup, Micheline. Alors moi, dans un tout autre ordre d'idées, je vais vous parler un petit peu du livre « La vie cachée » de Fidel Castro. Ce sont les révélations de son garde du corps. Il a été son garde du corps personnel, une personne extrêmement importante dans la vie de Fidel Castro pendant 17 ans. Oh. Et il a été à la solde du commandante pendant 26 ans. On apprend, il y a eu beaucoup de choses décrites sur Fidel Castro, mais là, on en apprend de l'extérieur. Parce qu'il faut vous dire que Sanchez, l'auteur de ce volume-là, a fui Cuba en 2008 pour aller rejoindre sa famille et il était extrêmement... C'était son héros, Fidel Castro. Mais au fur et à mesure du temps, il s'est aperçu que Fidel Castro était un être égocentrique,
que lorsque quelqu'un ne lui servait plus, il l'emprisonnait ou il s'organisait pour qu'il ne nuise plus. Alors, et il a fait les frais de ça, parce qu'après 26 ans au service, sa fille est partie à Sanchez, l'auteur. Sa fille est partie avec un Vénézuélien parce qu'elle est tombée en amour et s'est mariée, donc elle est partie à Caracas. Son frère a quitté sur un radeau de fortune, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu plusieurs Cubains qui ont quitté le régime. Alors, on en apprend des choses, là, vraiment, là, c'est même redoutable ce qu'on apprend sur lui. Rapidement, ce que je pourrais vous dire de Castro, on apprend de nombreux secrets. Il aimait les femmes, il y a eu 5 unions, 9 enfants, il y a une immense fortune, même s'il dit qu'il n'y en a pas. C'est vraiment un chef de guerre génial, et il a été génial au Nicaragua et en Angola. On apprend beaucoup de choses là, sur tout ce qu'il a fait, lui, son frère. Sa rencontre avec Che Guevara, quand on sait un petit peu l'histoire de Cuba, vraiment, c'est vraiment très intéressant. C'est un maître espion qui est vraiment hors norme. C'est un être qui déteste perdre. S'il a un invité à la pêche, il ne faut pas que l'invité ait plus de poissons que lui, sinon il retarde jusqu'à temps que lui ait plus de poissons. Alors, c'est donc vous dire que c'est un homme entier, qui est un maniaque d'enregistrement, de contrôle, etc. Alors, vraiment, c'est à lire, selon moi, si vous aimez l'histoire de Cuba et si vous aimez en apprendre plus sur Fidel Castro. Il a trahi l'espoir de millions de Cubains, et on le voit très bien dans ce volume-là. Alors, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, Nathalie, Monique, Micheline. Je vous dis au revoir et à une prochaine émission. Merci. Merci.